Tous et à toutes, merci d'être aussi nombreux et nombreuses pour cette troisième table ronde. Merci à la PGL de m'avoir invité, donc Clémence Alza en tant que coprésidente de l'AJL, donc l'association des journalistes LGBT. Donc, je suis entourée pour cette table ronde de Richard Béhara qui nous parlera de son expérience, à la fois d'une adoption et une expérience de coparentalité. Anne Cadoré, qui est donc ethnologue, grande spécialiste de la parenté, de la construction sociale, symbolique, culturelle de la parenté. Et puis Clélia Richard, qui est donc responsable, avocate pilote de la commission juridique de la PGL. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc on devait peut-être être aussi avec Émilie Jouvet, mais peut-être voilà, qu'elle arrivera, suspense. Donc, au cours de cette table ronde, nous allons discuter donc de la place dans la société de ces familles plurielles et des reconnaissances nécessaires pour que cesse leur marginalisation. Des reconnaissances parce que, bien sûr, cela passe par le droit, une reconnaissance juridique, car le cadre juridique, c'est un euphémisme, est éminemment lacunaire. La loi justifiant des inégalités en droit pour les personnes LGBT et leurs familles. Donc, nous parlerons de cela avec Clélia Richard notamment. Politique aussi, avec une mise à l'agenda des promesses de gouvernement qui sont sans cesse, des gouvernants qui sont sans cesse reportés, une frilosité et finalement une sorte de légitimation politique qui aurait donc des vraies familles et des familles de seconde zone, une reconnaissance sociale aussi, comment est-ce qu'on peut réformer les mentalités et les esprits et quelles adaptations sont requises pour que la diversité des familles soit reflétée dans la société, médiatique aussi quand on sait l'impact des représentations médiatiques dans l'imaginaire collectif et quand on sait que les personnes LGBT, les familles homoparentales sont souvent évincées des débats qui les concernent directement. Donc comment est-ce qu'on peut rendre visible la réalité, les réalités de ces familles dans les médias? Et puis aussi une reconnaissance de la place dans la langue aussi, comment se nommer soi-même quand la parentalité est plurielle, à 2, à 3 ou à 4. On verra peut-être quels sont les choix de termes aussi qui ont été faits par nos invités. Des choix différents, on l'imagine, de ceux récents de l'INSEE, par exemple, dont on sait que dans les formulaires récents de recensement, bon, on avait quelques petits cafouillages, voire une invisibilisation clairement des familles homoparentales. Alors, par quoi passe une profonde réforme des institutions et des mentalités pour que la norme hétérosexuelle, binaire, cesse d'être le modèle de référence, surtout que, et cela nous le verrons notamment avec Anne Cadoré, surtout que l'on sait que dans les schémas hétéros, cela fait bien longtemps qu'il y a déjà bien des cas, bien avant que l'aide médicale à la procréation n'existe, que parenté biologique ne coïncide pas avec parenté sociale, mais que dans le cas d'un schéma un papa, une maman, la fiction filiative peut fonctionner à plein. Les couples de même sexe, eux, ne peuvent pas mentir aux enfants. Faire famille ne prend pas racine dans le génome et ces familles qui ont fait l'impossible parce que tout était contre elles, et je paraphrase ici une des femmes qu'avait interviewé Émilie Jouvet dans son documentaire Aria, ces familles ne le savent que trop bien. Nous allons enfin, surtout les personnes autour de cette table, vous présenter une variété de manières de faire famille à partir de leur expérience et de leur expertise, la coparentalité, la pluriparentalité et comment on s'organise très concrètement dans ces familles diverses. Enfin, ils nous raconteront l'inventivité que chaque situation requiert et comment ces différents modèles, ces contre-modèles bousculent les représentations traditionnelles, supposées naturelles de la famille et nous amènent de fait à penser autrement la question familiale. Et bien sûr, car pour les personnes LGBT, les deux sont indissociables, les difficultés, les obstacles qu'elles et ils ont rencontrés et rencontrent encore pour concrétiser leur projet parental et que leur famille soit reconnue. Et on verra peut-être les blocages spécifiquement français en la matière et donc pourquoi pas, si on a le temps, on pourra faire un petit tour d'horizon à l'étranger, européen, et voir éventuellement aussi si par exemple le cadre européen peut être d'aucun secours pour les familles homoparentales. Pour commencer, donc, je vais peut-être vous laisser vous présenter une petite introduction à notre propos et commencer par vous, peut-être Richard Béhara. Oui, je suis
très heureux d'être parmi vous pour ce témoignage. Alors je vais revenir bien en arrière. J'avais 16 ans au début des années 70. Un songe utopique s'est révélé avec force à l'esprit de l'adolescent que j'étais alors. Plus vigoureux et intense qu'un désir, ce rêve est devenu un but de vie. Plus de 20 ans ont été nécessaires pour le réaliser. Je voulais être papa. Devenir papa sans le mariage et tout le tralala, en préservant la liberté, les choix d'affection et de chair. Mes attirances homosexuelles étaient alors vécues dans l'intranquillité du secret. Un soir de pluie, ma mère a lâché. Quelle déception serait d'avoir un enfant homo. Mon aspiration, disait-elle, est d'être grand-mère. Il a fallu alors, à partir de ce rêve insensé, affermi par la nécessité de l'attachement maternel, imaginer et bâtir un projet parental. Je n'avais à l'époque aucun exemple auquel me rattacher, aucune lecture susceptible de connecter mon plastique cerveau à une réalité tangible. Un jeune homme aujourd'hui tape sur Google au mot parent, il va tomber sur le site de la PJL qui va bien sûr ouvrir l'intelligence le potentiel et l'intelligence des situations ou des projets possibles. Puis l'âge adulte finit par arriver. Je me disais alors, résolution attachée au corps à devenir père, que vaudra ma vie à l'heure des bilans si je n'ai pas d'enfant ? J'ai envisagé l'adoption, peuplée d'innombrables obstacles pour un homme seul. Une heureuse aubaine a mis sur mon chemin, à l'époque, nous étions à l'époque des Bod People, un jeune Vietnamien plus ou moins délaissé par sa famille. Je suis devenu son tuteur légal car il conservait ses parents biologiques au Vietnam. Que de bonheur aujourd'hui que de constater qu'il est marié, qu'il a 2 bambins et qu'il est devenu frère et parrain de mes 2 enfants que j'ai eus plus tard. Mais malgré cette expérience singulière et inattendue, manquait à mon existence l'esquisse sensation du pouponage. Et c'est un homme qui vous parle. La création de ce lien si unique, du premier souffle de l'un à la mort de l'autre, s'inscrivant dans l'histoire familiale à laquelle l'humain est attaché. Tout cela en introduction pour exprimer avec vigueur que le désir d'enfant, pour ceux qui le ressentent bien évidemment, est un besoin existentiel plus qu'un plaisir égoïste. J'ai alors cherché, encore cherché et passé des annonces pour rencontrer la femme susceptible de s'harmoniser à mon projet. Cela a pris 15 ans. Nécessité des centaines de rencontres infructueuses. J'ai dû quelquefois affronter l'aigre sentiment que maintes mères potentielles, souvent homosexuelles, pas toujours, aspiraient plus à un géniteur qu'à un père. Puis enfin, j'ai connu celle qui allait devenir la maman de mes enfants. Ce fut une évidence et après 1 an de réflexion et de préparation, nous avons procréé et avons récidivé 3 ans plus tard. Les 2 plus beaux jours de ma vie sont certainement la naissance de mes 2 enfants âgés aujourd'hui de 19 et 22 ans. Je me revois couper leur cordon ombilical devant le visage de l'être qui n'allait pas devenir ma compagne, mais celle qui allait pourtant créer famille avec moi. Ces événements changèrent le cours de ma destinée. J'ai rencontré le compagnon qui partage ma vie aujourd'hui. Il est un repère lumineux pour mes garçons. J'ai arrêté une activité professionnelle harassante pour me consacrer à mes enfants, les voir grandir. Une des caractéristiques de nombre de parents homo, puisque j'étais adhérent à la PJL et j'ai été confronté à de nombreuses situations, c'est qu'ils ne traitent pas de leurs responsabilités à la légère, devant affronter intensément le regard social à l'intérieur même de soi. Et le fameux bien de l'enfant est assurément au centre de leurs préoccupations, comme d'ailleurs les transformations intimes à accomplir afin d'espérer d'être à la hauteur de leur projet parental. Les hétéros, bien sûr, chantent souvent cette maturation. Pas toujours, bien sûr. Sur le plan pratique,
Dès le sevrage, les enfants ont partagé en alternance, quasiment à part égale, les foyers maternels et paternels avec une grande flexibilité. D'autres font des choix distincts, tout aussi légitimes dans la répartition, dans la mesure où ils ne sont pas subis, notamment par le ou les pères, comme j'ai pu le constater quelquefois. Nous habitons à quelques centaines de mètres, une des conditions de cette fluidité. Si nous avions, comme beaucoup, établi un certain nombre de règles communes, d'engagements réciproques, la PJL, je crois, propose une charte, je ne sais pas si elle existe toujours, qu'on doit bien sûr construire à sa propre main, les équilibres résultent encore plus de la capacité des parents à faire évoluer leur mode de vie en fonction des personnalités en présence et bien sûr de l'âge des enfants, un nourrisson n'ayant pas le même besoin qu'un enfant de 3 ans, de 6 ans, de 10 ans ou qu'un ado. Dans les faits, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se cadrer sur un projet au départ, les enfants sont vite co-constructeurs du cadre si on sait être à leur écoute, dépasser l'égoïsme inhérent à chacun et bien sûr se focaliser sur leur équilibre, leur bien-être. Nous avons, durant la petite enfance, partagé les repas de famille, des vacances, afin de fournir un cadre affectif stable aux enfants. Puis, nos différences ont espacé ces moments et les chérubins ont eu 2 maisons distinctes, 2 styles de vie. Nous avons un budget commun et nous réunissons régulièrement pour régler les inévitables différends sur l'éducation des enfants, mettre sur la table, comme tous les parents, nos peurs, reproches, incapacités, idées, enthousiasmes. Un point essentiel, parce que j'ai vu aussi j'ai pas mal d'échecs dans la coparentalité, ou en tous les cas de grandes difficultés, l'esprit de compromis, de consensus, constitue le meilleur ciment de ces nouvelles formes familiales, d'autant plus qu'on le verra, on ne peut pas forcément s'appuyer sur le droit. Mes enfants ont donc un père, vous voyez dans les genres, et une mère biologique, un autre père, mon compagnon, une autre mère, alors les termes aussi, on peut avoir une réflexion sur les termes, qui est liée à leur mère depuis toujours, mais aussi un frère adoptif vietnamien, et encore des grands-parents, 8 potentiellement, certains sont morts, oncles, tantes, nounous, amis proches, masculins, féminins, ce tout forme famille. Ce sont les enfants qui forment la famille. C'est ma famille, la famille de mes gamins. Pour évoquer l'acceptation sociale, je n'ai jamais ressenti d'embarras, encore moins de rejet ni de discrimination. J'ai constaté que même les plus conservateurs, on avait dans la famille des gens qui étaient vraiment extrémistes, j'emploierai un terme, mais ces gens-là désarment devant le sourire des enfants. Ils adoptent enfin le sens commun, celui du cœur et de l'amour, tout en étant conscient que la coparentalité est moins accessible dans certains espaces culturels moins tolérants et dans les foyers modestes, car faire famille en coparentalité requiert au moins les moyens de disposer pour les enfants de 2 lieux de vie. Dans une existence, que l'on soit homo ou hétéro, il est rare dans l'espace et le temps qu'un individu vive, procrée et partage le même lit avec une unique personne, fût-elle de même sexe ou de sexe différent. Les vertus se perdent, que voulez-vous ? La coparentalité, ouverte à tous facilement, offre alors dès le départ, c'est-à-dire sans sentiment de rupture et de séparation, un cadre pensé, articulé autour des besoins de l'enfant. La pluriparentalité, homo ou hétéro, quelles qu'en soient les formes, est un plus pour l'enfant. Il faut bien plus de 2 pour faire un enfant. Les anthropologues, je pense notamment à Maurice Godelier, dit qu'il faut au moins un 3e, un Dieu, en donnant l'exemple de Marie. Selon nos croyances profanes, plusieurs humains aimants, quel que soit leur genre, font bien l'affaire pour apporter à un enfant de la sécurité, du soin, de la confiance et de l'autonomie. Encore un mot autour de la coparentalité, un atout de la coparentalité. Les enfants, singulièrement quand on les a tant désirés, sont merveilleux, mais éreintants.
une charge affective et matérielle de tout instant, notamment les premières années. J'ai toujours ressenti une immense joie quand mes enfants venaient chez moi, comme du soulagement quand ils se rendaient chez leur mère. Ouf, un peu de vie à soi. Ce que permet cette forme de parentalité, combiner la plénitude de son rôle de parent et celle d'une vie à soi. J'ai le sentiment que nos contemporains, homo ou hétéros, devraient s'emparer de ces formes familiales, qui sont bien sûr aujourd'hui limitées par un droit qui n'existe pas autour de ces familles. Avec du recul, le réel a dépassé mon rêve. Que demander de plus à la vie ? Un seul bémol, la situation de ce qu'on appelle les coparents. Ni moi ni la mère n'étant mariés, ils n'ont aujourd'hui aucun droit et ne pourront léguer leur héritage. Cependant, je suis comblé qu'ils aient tous les deux réussi à transmettre un patrimoine bien plus important que des biens matériels, leur histoire, leurs parents, leur culture, leurs émotions, ce qu'un humain offre en partage à ceux qu'il aime et dont il est aimé. Sera-t-il possible dans ce monde tourmenté de reconnaître un jour pleinement la pluriparentalité et les formes parentales évoquées lors de nos débats ? La PMA, bien sûr, aujourd'hui, et peut-être un jour, sous une forme cadrée, la GPA. J'aurais pu le penser jusqu'à peu, tant nos sociétés ont accompli des progrès dans l'accès aux droits aux minorités. Je me ramène au tout début de la PJL, où véritablement nous étions devant un vide. Je terminerai cependant par un constat et deux questions qui imposent une certaine gravité. Nous sommes actuellement confrontés à un processus mondial d'inversion des valeurs, porté par de pseudo-majorités nationalistes, conservatrices, religieuses, intolérantes, omnubilées, on ne sait trop pourquoi, par la sexualité et l'identité, comme nous le voyons au Brésil, par exemple, avec un président élu ouvertement homophobe, et malheureusement dans bien d'autres contrées au sein même de l'Europe. Comment combattre ces maux sans s'enferrer dans des diabolisations réciproques, notamment sur le net où les fake news populistes ont parmi leurs nombreux boucs émissaires, au-delà bien sûr de l'étranger, une prédilection pour les homosexuels et leurs familles. Comment œuvrer encore à l'évolution des esprits, je ne suis pas juriste, et du droit aussi, mais je pense aux esprits, dans ce contexte international régressif, complexe, incertain et paradoxal. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Richard Béra, et pardon d'avoir écorché votre nom plus tôt. Peut-être Anne Cadoré, qu'est-ce que vous inspire ce témoignage sur ce que, à l'aune de vos travaux, bien sûr, sur ce que finalement ces nouvelles configurations familiales, ces familles plurielles, en quoi elles nous amènent aussi à repenser en fait plus largement la question familiale dans nos sociétés, dans nos sociétés occidentales plus particulièrement. Alors tout d'abord, oui, bonjour, et je trouve, vous m'entendez ? Que je trouve ça intimidant de parler après toi, parce que c'était tellement passionnant, ton témoignage et les questions que tu posais à partir de ton expérience, que tu te dis, moi, ethnologue, qu'est-ce que je vais dire après ça ? J'ai appris beaucoup avec toi au début de mes projets. J'ai remarqué que vous deux, vous avez employé deux mots différents qui se recoupent, et pourquoi vous avez employé donc des mots différents, c'est coparenté et pluriparenté. Alors je crois que vous avez dit coparentalité, il me semble. Les deux, je ne sais pas. Et pluriparentalité. Or, il me semble qu'effectivement, quand on pense à l'évolution des familles, et qu'on essaie de dessiner, vous savez, ces diagrammes de parenté, où vous avez un triangle pour le père, un rond pour la mère, enfin, un triangle pour l'homme d'ailleurs, un rond pour la femme, avec des traits comme ça qui marquent l'alliance, etc. Quand vous essayez, c'est notre structure de parenté. Et c'est très compliqué d'en sortir, parce que quand on essaie, quand on a plusieurs figures à mettre sur ce diagramme, on n'arrive pas
à les mettre. Et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé très récemment avec une jeune femme. Alors, c'était pas du tout dans ce cadre d'homoparenté ou de parentalité, c'était dans le cadre d'enfants nés de dons de gamètes, de dons de sperme, et qui recherchait le donneur. Et cette personne que j'avais vue à une réunion parle de le donneur qu'elle a retrouvé, la cousine de ceci, qui était la fille du donneur, ou je ne sais pas quoi, enfin, la nièce du donneur. Et je vais la voir, je lui dis, est-ce que tu peux me dessiner ton diagramme de parenté? Et qu'est-ce qu'elle me dessine? Son père légal, le dessin comme ça, les traits, la mère, et le trait d'alliance continue pour aller au donneur. C'est-à-dire qu'elle avait repris le schéma extrêmement classique d'alliance pour dire le corps du donneur. Si vous voulez, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un outil pour donner une place. Autrement, il serait en l'air, le donneur. Et pour le raccrocher au seul schéma qu'on ait à l'heure actuelle, qui est le schéma de parenté et non pas le schéma de parentalité. Elle a été obligée de passer comme ça. J'ai trouvé ça d'une inventivité extraordinaire. Et là où je voudrais donc répondre un peu à votre question, c'est toute l'inventivité. Ce schéma, il nous ferme. Il nous ferme puisqu'il y a un seul père, une seule mère. Mais en même temps, il nous donne aussi, quand on le prolonge par les grands-parents, on en a 4, on en a 6. Quand on prolonge par les frères et sœurs, par les demi-frères et sœurs, par les quasi-frères et sœurs, et remarquez qu'on ne dit pas quasi-père, quasi-mère. Pourquoi on ne dit pas quasi ou demi dans les familles recomposées, par exemple? On pourrait, au lieu de dire... Bon, c'est parce qu'il y a cette espèce de figure tellement ancrée sur père-mère qui renvoie d'ailleurs, et ça, c'était pas votre question, mais ça renvoie au genre, à la question du genre. Et là, on a ce nœud bien fermé sur le genre, il faut un père, une mère, et il n'y a qu'un père et qu'une mère. Alors, dans ces efforts de se dire quand même qu'on fait famille et qu'on fait parenté, qu'on peut se dessiner dans la parenté, il y a quelques petits outils que nos habitudes nous donnent. Il y a l'outil terminologique, des prénoms. Vous savez que maintenant, enfin, pas maintenant, depuis très longtemps, les enfants ont plusieurs prénoms. Que maintenant, le premier prénom, il est choisi par les parents. Mais le second, on va souvent désigner une personne, ou le troisième, que l'on veut retenir dans sa parenté, qu'on veut retenir. Et c'est l'outil qu'on donne aussi à ces enfants pour dire cette personne-là dont tu rappelles le prénom, elle te concerne. Alors, je pense à une histoire de père gay qui était passé par mère porteuse et ils avaient alors c'était une histoire un peu compliquée. Ils avaient pensé d'abord une sorte d'échange de corps par des échanges de gamètes. Tu me donnes ton sperme, je te donne mon ovocyte. C'était pas la coparenté. Hein. Tu donnes mon sperme, je te donne mon ovocyte. Et puis on aura 2 enfants. Une fois, c'est moi qui serai la mère avec ma compagne, une autre fois, c'est toi qui seras le père avec le compagnon. Bon, ils vont aux États-Unis pour faire cela, ça marche pas, et il reste un embryon congelé. Les pères veulent recommencer, les mères ou les femmes sont d'accord pour que l'expérience se fasse sans elles ou la construction se fasse sans elles, et ils trouvent la même mère porteuse, d'ailleurs qu'ils avaient trouvé au début, et il faut une autre donneuse d'ovocytes. Ils trouvent une autre donneuse d'ovocytes, mais ils ne veulent pas que l'embryon congelé qui faisait partie de leur premier espoir d'enfant reste dans le vague. Et donc, ils implantent à cette mère porteuse l'embryon de 2 donneuses d'ovocytes, enfin, les embryons dus à 2 donneuses d'ovocytes, parce que la femme a des jumeaux. Il se trouve qu'effectivement, elle a des jumeaux de 2... Et alors, dans leur terminologie, c'est là où je veux en venir, c'est que pour retenir l'existence de ces femmes, ils vont donner comme 3e prénom le prénom de la donneuse d'ovocytes. Mais ils vont avoir l'habileté de croiser les choses. C'est-à-dire, l'enfant qui est né de l'ovocyte A, disons, va porter comme 2e, 3e prénom, je ne sais plus, le prénom de l'ovocyte B, et vice-versa. Je trouve ça extraordinaire encore pour dire l'existence de pluriparents. Il y a aussi les rites. Les rites, alors ça, comme vous le connaissez, les rites de baptême, où on montre qui on est. Et
qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il me semble que le travail qu'on a à faire maintenant, c'est effectivement, en espérant qu'au moins notre pays pourra le faire, et que d'autres pays européens l'ont fait. Mais ça, je connais mal les pays européens sur la reconnaissance des différents parents. Je crois que l'Espagne est beaucoup, beaucoup plus souple que nous pour la reconnaissance de la vraie coparenté. Mais je trouve qu'il faudrait essayer donc de passer de l'homoparentalité à l'homoparenté, c'est-à-dire que ce cadre soit complètement reconnu. Et pas seulement, de fait, on admet que les familles soient plurielles. Voilà, je crois que ce que j'avais... Pourquoi homoparenté? Parce que c'est pluriparenté, ces situations sont aussi bien homosexuelles. Absolument, 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 absolument. Dans le cadre du droit général. Oui, 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 vous avez raison. Presque on devrait non plus dire homo ou hétéro, mais parenté et pluriparenté. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne Cadoré. Effectivement, on voit qu'il y a plusieurs manières de transmettre et cette filiation, elle peut être culturelle via les prénoms, elle peut être effectivement avec une association de prénoms qui renvoie aux grands-parents des différents coparents, etc. Mais c'est vrai que sur les questions de filiation, là, le droit est lacunaire, inexistant. Clélia Richard, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il faudrait faire, ce qui existe, n'existe pas, et ce qu'il faudrait faire peut-être pour réformer à la fois les modes d'établissement de filiation et reconnaître cette pluralité des familles? Mais avec plaisir. Si vous avez 5 heures devant vous, c'est parti. Non, mais merci de me donner la parole et je suis très heureuse moi aussi d'intervenir à cette table ronde. Vous venez d'entendre 2 interventions très très intéressantes parce que elles vous démontrent à quel point, et de toute façon vous le savez, mais ça nous le redémontre, j'allais dire, de manière très très claire, que les êtres humains que nous sommes, s'organisent entre eux, font des enfants et font famille, et effectivement de manière très diverse, très plurielle. Et c'est la caractéristique de notre époque contemporaine. Et moi, j'allais dire, j'arrive derrière en tant qu'avocate pour vous dire combien le droit aujourd'hui, combien aussi la justice aujourd'hui ne connaît pas ces schémas d'altérité, ne connaît pas ces familles plurielles et ne peut pas les accueillir d'abord et pour la simple raison que le droit, aujourd'hui en France, en vigueur, n'est pas un droit inclusif. Et alors Anne le disait très bien, mais Richard aussi par son témoignage. Et je pense que si Richard a vécu une aussi belle aventure qui perdure encore aujourd'hui, c'est que vraisemblablement les choses ont été fluides entre les différents acteurs et qu'ils ne sont pas passés par la case justice. C'est ce que je me disais tout à l'heure en écoutant ce témoignage, parce que lorsqu'on passe par la case justice, on est forcément confronté à des modèles familiaux qui sont presque imperturbables, hein, comme disait Anne tout à l'heure, le diagramme, là, le schéma de la parenté, il est biparental et il est hétéronormé. Voilà, point à la ligne. Et que on a choisi aujourd'hui, à la différence d'autres pays, par exemple, alors la Belgique plus près de nous, mais de manière encore différente que ce que rappelait Laurence ce matin, le Québec, il y a une quinzaine d'années où ils se sont dit de manière, à mon sens, très intelligente, nous avons effectivement différentes familles, différentes manières d'éduquer des enfants, de prendre en charge des enfants, de faire des enfants, et donc on va faire tabula rasa, en réalité, d'un droit de la famille, du droit de la filiation, et on va réfléchir les choses autrement. On va, en gros, changer de paradigme, et notamment au Québec, on s'est dit, on va régler le droit de la filiation sur, non pas les paradigmes biologiques qui perdurent encore quand même au Québec, mais en fait, ce qui va fonder le lien de filiation, c'est le projet parental. Voilà. Alors là, on en est mais très 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 loin, et donc pour juste vous brosser un tableau vraiment
un tableau pas très réjouissant, c'est que, mais enfin vous le savez, c'est que en ce qui concerne par exemple les plurifiliations, qui sont plus des plurifiliations que des pluriparentés ou parentalités, parce que donc on distingue le lien de filiation d'une part et l'exercice de l'autorité parentale d'autre part. Donc aujourd'hui, en droit, on va accepter, faut que ça soit bien motivé, bien présenté dans l'intérêt de l'enfant, mais on va accepter que, par exemple, 3 personnes exercent l'autorité parentale, notamment dans les coparentalités. On a des décisions qui nous permettent d'accéder au partage de l'autorité parentale vis-à-vis de 3 parents. Voilà, par le biais de la délégation d'autorité parentale. Voilà. On a, vous le connaissez tous, les adoptions sont depuis longtemps en vigueur et possibles en France. Les adoptions, pour parler des adoptions simples, ce sont des plurifiliations. Aujourd'hui, on sait qu'une personne, comme vous et moi, peut avoir 4 personnes sur son acte de naissance, parce que, par exemple, moi, j'aurais été adoptée par 2 parents. Les liens d'origine avec mes parents biologiques d'origine ne sont pas effacés, et donc c'est bien une filiation, une double filiation qui vient s'ajouter à une autre existante. Donc on pourrait dire comme ça, en théorie, j'ai 4 parents. Ce qui n'est même pas en théorie, d'ailleurs, c'est marqué sur mon acte de naissance en copie intégrale. Le fil rouge de notre colloque, c'est cet acte de naissance en copie intégrale sur lequel figurent donc notamment nos parents. Mais sur ces 4 parents, seuls 2 de ces 4 vont exercer de manière effective l'autorité parentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les coparentalités, la justice et le droit les accueillent, mais on ne corrobore pas par un lien de filiation. C'est une délégation d'autorité parentale. Voilà. Et surtout, on ne veut pas savoir si le projet parental était commun ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous présentez une convention, une charte de coparentalité à un juge aux affaires familiales, la plupart du temps, c'est un document de type contractuel qui n'aura aucune valeur. Et puis, très rarement, un juge aux affaires familiales va se dire « Ah bah tiens, quand même, cet enfant a été effectivement conçu par plus de 2 parents qui se sont engagés à organiser les choses dans la vie de cet enfant. Et donc, quand on vient me demander éventuellement de modifier quelque chose dans cette organisation par rapport à ce qui était prévu dans ce contrat initial, oui, je vais me demander si c'est l'intérêt de l'enfant, puisque ce n'était pas le contrat de départ. Bon, ça, c'est extrêmement rare. La coparentalité au sens APGélien du terme, enfin il n'y a pas que la PGL, mais enfin bon, là on est quand même à la PGL, n'est pas compris. Et il ne s'y intéresse pas. Enfin, je suis vraiment désolée de le dire, mais c'est ça. C'est-à-dire que lorsque dans une coparentalité, les choses vont mal tourner et que le juge aux affaires familiales doit statuer sur un conflit, un contentieux, notamment en termes de fixation de la résidence et d'établissement du droit de visite et d'hébergement, le juge va penser parents séparés. Il va penser schéma biparental hétéronormé. Voilà. Alors, il y a quand même dans ce tableau peut-être un peu cash là que je pose, mais que vous n'ignorez pas, des choses quand même qui commencent à faire petit à petit évoluer les choses. Alors, j'ai parlé là de la délégation d'autorité parentale. Rappelez-vous que la délégation d'autorité parentale, au départ, c'est ça. Enfin, c'est quand même un monde, parce que cette délégation d'autorité parentale, tout comme le droit de visite et d'hébergement du tiers, c'est-à-dire le parent social qui n'a pas le lien de filiation avec son enfant, ce sont des articles de loi, si vous voulez, qui prennent leur source dans des contextes totalement différents. La délégation d'autorité parentale a été conçue au départ dans le cadre de l'assistance éducative, donc c'est-à-dire des personnes qui ont des enfants, qui ont des problèmes qui rencontrent des problèmes dans leur capacité éducative, qui mettent parfois en danger l'enfant, et donc un juge des enfants va prendre des mesures, alors qui peuvent aller jusqu'au placement de l'enfant dans une institution, mais il va prendre des mesures au titre de cette assistance éducative. L'article 377, donc de la délégation d'autorité parentale, prend sa source dans cette assistance éducative. Et donc, à un moment donné, effectivement, les homo-parents se sont dit, vu qu'on ne peut pas établir le deuxième lien de filiation,
et là je suis bien avant la loi du 17 mai 2013, ils se sont dit tiens, ça serait intéressant qu'au moins on puisse bénéficier d'une délégation d'autorité parentale. Et donc effectivement, c'est par cette porte-là que la Cour de cassation, je crois que c'est en 2006, avait entériné le principe en disant effectivement ça peut être utilisé dans un couple de femmes pour déléguer l'autorité parentale à la deuxième maman, qui n'est évidemment pas nommée comme telle au sens de la décision de justice, et dans le Code civil on a bien compris. Alors pardon, juste après donc je décline un petit peu mes exemples. Il y a la délégation d'autorité parentale, je viens de vous en parler. Il y a le fameux droit de visite et d'hébergement du tiers. Alors ce droit de visite et d'hébergement du tiers, il est au départ conçu pour les grands-parents. Il a été enrichi par la loi du 17 mai 2013 parce qu'il y a un alinéa qui a été rajouté donc, à destination du parent social. Donc, mais au départ, le texte prend sa source dans un tiers qui n'est pas censé être le deuxième parent, qui n'est pas le parent aux yeux de la loi, on a tous compris. D'accord ? Donc en fait, on arrive par la jurisprudence, par la petite porte, ça sera développé bien demain sur la table ronde juridique où en fait on essaye de, je ne veux pas dire de forcer les catégories, mais en tous les cas de faire entrer ces familles plurielles dans les outils existants, mais des outils qui sont a priori pas du tout conçus pour ces familles-là. Alors c'est toute la magie et le côté passionnant en fait du droit et de la justice, mais pour autant on prend aussi beaucoup de portes dans la figure. Enfin il y a des choses et la finalité, c'est-à-dire sécuriser les familles. On n'arrive pas à le faire pour toutes les familles aujourd'hui. Les familles qui ne peuvent pas rentrer dans le cadre de la loi du 17 mai 2013, c'est-à-dire voilà, d'abord passer par la case mairie, puis l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, toutes celles qui ne sont pas dans ces cadres-là, on en a parlé déjà depuis ce matin, c'est très compliqué de les sécuriser comme toutes les autres familles. Donc, après j'ai terminé parce que du coup, ce qui nous intéresse aussi, donc encore une fois, de se saisir de ces outils existants pour pouvoir protéger toutes ces familles plurielles sous toutes ces formes, c'est d'utiliser par exemple l'article du Code civil qui concerne la possession d'État. Et là, par exemple, sur la possession d'État, on n'arrive pas à faire le chemin de la délégation d'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement du tiers, parce que pour l'instant, la possession d'État, la Cour de cassation nous a dit très récemment, mesdames, messieurs, non, ça ne va pas être possible. La possession d'État dans un couple de même sexe, non, ça ne va pas être possible. Donc, si vous voulez, les freins dont on parle, puisque c'est un petit peu le sujet de notre table ronde, je pourrais résumer comme ça. C'est d'abord l'aspect structurel de notre Code civil, de notre droit, qui part d'un schéma existant, celui dont parlait Anne à l'instant, et puis que on essaye de faire rentrer ce qu'on peut à l'intérieur, mais en réalité, on refuse de changer de paradigme parce que c'est quand même pas c'est quand même pas faute d'essayer quand même. Non mais c'est vrai, c'est pas faute d'essayer d'aller dire que c'est quand même pas compliqué. Quand vous avez une discussion avec un DIRCAP de cabinet de la chancellerie qui vous dit ah non, la présomption. C'était au moment du débat de la loi Taubira et on parlait d'élargir la présomption de paternité en fait à l'épouse enfin dans les couples de même sexe, et elle dit non, c'est techniquement pas possible. C'est techniquement pas possible. Et donc en fait on refuse, on repousse toujours pour des raisons qu'on nous dit techniques, mais qui sont en fait idéologiques. Et c'est vrai que Jeanne Sausson le disait, enfin Laurence en parlait tout à l'heure, mais donc notre consoeur belge disait qu'à un moment donné en Belgique, donc il y a 3-4 ans, ils se sont dit, quand même, l'objectif, c'est que les familles soient sécurisées. Donc, en fait, de passer d'un paradigme à un autre, si l'objectif poursuivi est quand même la noblesse de pouvoir sécuriser tout le monde, non, c'est pas compliqué et c'est pas technique. Je reste persuadée que le droit est un outil, que cet outil, il est malléable. Bien entendu que c'est nous qui faisons nos outils pour pouvoir adapter à notre société et pas l'inverse.
Merci beaucoup, Clélia Richard. Peut-être avant de revenir sur ces blocages idéologiques, peut-être tout particulièrement en France, si vous le voulez bien, Richard Béra, est-ce que vous pourriez nous dire comment peut-être ces questions-là se sont posées, le fait que là, dans le cadre d'une pluriparenté ou parentalité, les parents sociaux n'aient pas forcément de droit. Qu'est-ce que vous avez mis au point peut-être pour effectivement sécuriser votre famille? Alors, comme je vous l'ai dit, les homos, ils réfléchissent très longtemps avant d'être parents, donc ils ont le temps d'envisager toutes les possibilités. Je crois qu'un des engagements que nous avons eus avec la mère biologique de mes enfants, c'est de ne jamais faire appel à la justice. C'était comme étant un préalable, parce qu'on savait très bien que nos cas ne rentreraient absolument pas dans la... Donc, une question quand même que j'ai à poser, parce que je m'aperçois que mes enfants ont beaucoup d'amis, de parents, les parents sont divorcés ou ne vivent pas ensemble, enfin, toutes ces... Et je m'aperçois que notre situation est assez fréquente chez les hétéros. Alors, ma question, est-ce un combat des homos d'essayer de faire évoluer la loi, ou n'est-ce pas un combat? Est-ce qu'il y a des forces aujourd'hui de familles modernes, contemporaines, qui défendent une évolution de la loi pour faire entrer la pluriparentalité dans des formes diverses dans la loi? Parce que ce n'est pas un problème d'homo. D'ailleurs, ce matin, on a parlé de la PMA. Ce n'est pas particulièrement un problème d'homo non plus, puisque et même la GPA, d'ailleurs, également. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il y allait y avoir, et il faut s'y attendre, ça arrive ici. Moi, j'ai connu le Brésil, qui était un pays vraiment très ouvert, où en une journée, il retourne 50 ans en arrière. Ça peut arriver dans n'importe quel pays d'Europe aujourd'hui. Ne croyons pas que le progrès est éternel. Donc, j'ai le sentiment que nous avons tout intérêt d'abord à défendre contre la discrimination, bien sûr, mais sur ce plan de la parentalité, à trouver, je suis pas du tout avocat ni juriste, à trouver des formes qui sont des formes qui intéressent toutes les coparentales. Toutes les parentalités, je ne vois pas ce qu'il y a de particulier lié aux homos. La revendication d'égalité, bien sûr, elle est tout à fait légitime. Je me bats pour ça depuis des années, mais il faut savoir qu'elle n'est pas acceptable par beaucoup. Et que les forces qui pensent que ce n'est pas acceptable, l'égalité entre les hétéros et les homos, non seulement elles sont puissantes, mais aujourd'hui, dans le monde, on peut regarder en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, en Russie, ces forces-là sont extrêmement puissantes. Elles ont des moyens, et notamment aujourd'hui avec le net, de mener des campagnes de diffusion qui font élire quelqu'un. Donc, au Brésil, un des éléments clés de l'élection, c'était ce fameux kit gay pour apprendre aux enfants, avec le mélange, soi-disant, pour apprendre aux enfants à être gay, avec les parents, tout ça a été mélangé et ça fait peur. Voilà, donc on ne s'est pas posé de questions juridiques parce que ça a été un préalable. Et on a eu la chance, on a eu des différends, comme tous les parents. On a des différends, il y a des points sur lesquels on n'était pas d'accord. La place des parents sociaux a été aussi très importante. C'est vrai que dans notre situation, la place des parents sociaux, c'est celle que le parent dit biologique, entre guillemets, lui donne, de par même la loi. Donc ça nécessite, je crois que ce type de projet de parentalité nécessiterait, je ne sais pas ce que vous faites à la PGL, en tous les cas, un accompagnement, parce que pour rentrer dans une démarche où on se dit qu'on ne va pas être en conflit, il faut souvent régler pas mal de choses et faire évoluer chacun des partenaires pour vraiment aller au fond des choses. Oui, parce que ce qu'on voit actuellement, depuis des années maintenant, c'est que bien des parents sociaux, en cas de séparation, peuvent se retrouver complètement, déjà privés de droits, ils le sont de base, mais aussi privés de visites de leurs enfants, enfin complètement coupés de l'éducation de leurs enfants en cas de séparation très conflictuelle. Là, il n'y a pas le droit ne prévoit rien pour eux. Le droit prévoit rien pour eux si le lien de filiation n'a pas été établi. Et effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une impossibilité de base. Il y a le socle de base qui ne correspond pas.
Parce que du coup, vous étiez 3 parents, Richard? 4. 4. Ouais. Après, le 4e est arrivé. Mais la question que je voudrais te poser, est-ce qu'il y a aujourd'hui des forces militantes, non en dehors des associations homo, qui proposent, qui travaillent sur le droit de la famille, l'évolution du droit de la famille en général? Est-ce que ces forces-là existent? Alors, vous me posez une colle parce que j'allais dire, moi, en dehors de la PGL, j'ai pas le Je sais temps pas, d'aller peut-être voir à d'autres l'UNAF. associations. À trouver justement des familles hétéroparentales comme ça. Elle avait trouvé le Club des Marâtres, et c'est-à-dire des belles-mères qui, dans la vie de leurs enfants, sont les moins investies, puisque la plupart des familles hétéro-séparées, ce sont les mères qui ont la garde majoritairement des enfants, et que les pères les voient moins, et que la marâtre, donc la belle-mère par alliance, se trouve vraiment toujours reléguée à être la dernière roue du carrosse. Et donc, ces femmes-là des femmes avaient fait des groupes, mais elles étaient sidérées de nos... Mais on rencontre ça à chaque fois, on en parlait encore à midi, elles étaient sidérées de notre capacité d'organisation. C'est-à-dire, elles me disaient, nous... Quand on arrive à l'école, on parlait de situation de parents sociaux, quand on arrive à l'école et qu'on dit au fait derrière, là, moi je suis la marâtre, la belle-mère, alors nous encore on est organisés, on se bat, on arrive, on revendique, on se présente à l'école, enfin bref, on se laisse pas faire la plupart du temps. Mais là, ces gens-là sont démunis. Et pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, Richard, c'est vrai que la première piste dont on a entendu parler pour établir des plurifiliations, qui est l'adoption simple, on sait qu'elle a été menée en combat juridique par des familles d'hétéros, des familles recomposées, où des beaux-parents cherchaient à adopter en adoption simple leur bel enfant. Et en fait, il se trouvait que le premier enfant, quand l'enfant était majeur uniquement, sinon il y a le problème de l'autorité parentale quand l'enfant est mineur, mais quand l'enfant était majeur, les premières situations, c'est, mettons, le beau-père qui a beaucoup vécu avec l'enfant l'adopte, et la belle-mère dit, bah tiens, bonne idée, moi aussi je vais l'adopter, et puis, mais elle n'a pas le droit, parce qu'on ne peut être adopté qu'une fois. Non, on peut pas 2 personnes mariées par 2 personnes. Et qu'une fois. Si le beau-père et la belle-mère se mariaient, ils auraient pu adopter ensemble, mais ils n'y ont pas pensé. Mais donc du coup, voilà, et eux sont allés, certains couples comme ça, certaines familles comme ça, sont allés jusque devant la CEDH, et je crois qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Voilà. Donc ça existait même avant, et en effet, nous ne sommes pas des situations isolées, mais voilà. Parce que ce que je comprends, c'est que, bon, on parle de la PMA, là, il y a un projet de loi, mais la pluparentalité, c'est dans 30 ans. Enfin, on n'est pas du tout dans le sujet aujourd'hui. C'était tout à fait un des enjeux du débat de ce matin sur la question de l'affiliation et de modification d'état civil, c'est-à-dire de ne surtout pas accepter un projet de loi qui soit aussi restrictif que l'a été le mariage. C'est-à-dire qu'il soit un projet qui enferme dans une main complètement hétéro-sexiste, hétéronormée, qui ne pense la famille qu'à partir des modèles déjà existants et qui empêche de penser le droit et les fonctionnements familiaux autrement. Là, ce que nous disait, je trouvais assez très très intéressant, Anne Cadoré et Clélia, c'est autant comparé à ton témoignage, c'est que dans le faire, on peut toujours faire. Mais dans la reconnaissance, on n'a pas les mots, on n'a pas les dessins, et on n'a pas les droits, et tout est bloqué. Donc si on ouvre des droits et des outils qui sont eux-mêmes porteurs de fermeture, on referme les choses. C'est pour ça que ce matin, d'emblée, le débat est arrivé là-dessus, et de manière assez raide. C'est-à-dire que nous, on ne voudrait surtout pas une loi qui passe et qui soit très restrictive. Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est en effet de faire fonctionner les familles au plus près de ce qu'elles sont. Dominique Boren, donc la PGL est membre du haut comité la famille, l'enfance et l'âge depuis que Laurence Rossignol, donc la ministre qui a succédé à Madame Bertinotti, a remis à plat les diverses instances où on parlait de la famille et des enfants.
Donc on fait partie de ce conseil, ce haut conseil, avec d'ailleurs nos amis du CNAFAL, dont la vice-présidente est ici présente. Voilà. Moi, je m'y rendais régulièrement la première année. Je représente la PGL pour un premier mandat de 3 ans. Et puis très vite, on a perdu le fil de l'intérêt d'y aller. Non pas parce qu'il n'y a aucune hostilité. Enfin, la première année, j'ai passé juste... À chaque fois que j'y allais, je me faisais un plaisir de dire, d'intervenir en disant Dominique Boren, coprésident de l'association des parents, futurs parents gays et lesbiens. Parce que dans cette assemblée-là, il me semblait que c'était déjà important de pouvoir être identifié comme tel. Et pour l'instant, ce haut conseil-là, qui pourrait être un laboratoire d'idées sur refondre les filiations, on n'y est pas du tout parce qu'il n'a pas cette mission-là. Et il est surtout trusté par la haute administration, qui sont des gens qui ont beaucoup d'intérêt, beaucoup de valeur, c'est pas le souci, mais donc la culture n'est certainement pas de faire la révolution. Donc il y a peut-être des outils, mais ils sont pas calibrés. Bonjour, Marie-Odile Pelé-Printanier, vice-présidente du Conseil national des associations familiales laïques. Bon, le mouvement familial laïque, effectivement, est attaché aux libertés, c'est le moins qu'on puisse dire, et à l'égalité. Depuis ce matin, effectivement, j'entends beaucoup parler d'égalité et on est en plein dans notre cœur de je dirais, notre mission première, de l'égalité de toutes les familles. Pour ça que nous avons, alors je déflore un petit peu ce que je voulais dire demain, puisque j'interviendrai demain à la première table ronde. Cependant, depuis très très longtemps, depuis les années 85, même auparavant de la création de notre association, cette défense de l'égalité de toutes les familles nous paraissait essentielle. Les personnes qui l'ont créé étaient favorables à l'émancipation des hommes et des femmes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Par rapport à l'évolution du droit de la famille, ça fait très longtemps que nous suivons tous ces travaux, que ce soit les premières lois sur la bioéthique, le rapport de Quever de Fossé, etc., etc. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet. Nous arrivons à la même conclusion que vous, à savoir que, en ce qui concerne les familles, qu'on appelle, nous, facilement à géométrie variable. C'est-à-dire que, voilà, dans ces familles, ces nouvelles... Enfin, j'ose pas dire ces nouvelles familles, parce que ça existe depuis déjà très, très longtemps. Dans ces familles à géométrie variable, on va trouver des enfants nés d'autres parents biologiques, etc., mais qui vont être éduqués par une personne en particulier. Et contrairement peut-être aux familles homoparentales, la différence, c'est que tant qu'il n'y a pas de problème, au niveau des institutions, eh bien, il y a un certain, je dirais, un certain laisser-aller des institutions, une certaine bienveillance qui font que, ben oui, on sait que c'est pas le vrai parent, que c'est le parent social, etc., mais si vous voulez, ça ne va pas poser de problème parce que, au niveau des hôpitaux, des écoles, etc., on va trouver cette forme de bienveillance la plupart du temps. On ne va pas la rencontrer de la même façon chez les couples homosexuels. Ce qui veut dire que ces familles, je dirais hétéroparentales, pluriparentales, mais hétéros, vont pas avoir l'envie, je dirais, de se battre comme vous avez l'envie de vous battre. Ce qui explique peut-être pourquoi il y a une frilosité certaine de ces familles à rentrer dans la bataille. Alors il y a bien quelques associations telles que la nôtre qui essayons d'agiter, voilà, on a demandé beaucoup, on a beaucoup travaillé sur le parent social, on a beaucoup travaillé sur un certain nombre de choses. Alors malheureusement ou heureusement, nous sommes rattachés à une institution qui s'appelle l'UNAF, dont je parlerai longuement demain, et pour lesquels on est déjà, au sein même de cette institution, obligé de se battre pour faire reconnaître un certain nombre de familles. Parce que je vous assure que ce n'est pas évident du tout. Donc on ne peut pas mener toutes les batailles de front, bien qu'on essaie de le faire et qu'on en a la volonté. Mais voilà, c'est vrai que je pense que les familles homoparentales, hétéroparentales, n'ont pas forcément eu l'envie grâce ou par rapport à cette bienveillance qu'elles ont rencontrée la plupart du temps.
Alors, avec un petit avantage quand même de la famille homoparentale, enfin coparentale, je dirais, je ne sais plus quel terme trouver, c'est que c'est beaucoup plus stable. Mes enfants comparent souvent avec des enfants de divorcés. Ils me disent, nous, le divorce c'est depuis la naissance, donc c'est leur mode de vie. Donc, c'est une forme, cette forme de projet parental, avec des individus qui s'engagent sur l'éducation, la procréation et l'éducation d'un enfant. Ce sont des projets qui représentent... Bon, après, le droit doit régler quand ça se passe mal. Hein. Mais c'est vrai que les hétéros, souvent, c'est quand ça se passe mal qu'ils se retrouvent dans ces formes. La coparentalité, c'est au départ, on affronte cette situation dans le projet parental même, ce qui en fait quand même quelque chose d'assez différent, je trouve. Mais sur le plan ensuite du droit, on est dans le cas commun. Il n'y a aucune spécificité. La différence, elle est peut-être aussi entre famille hétéroparentale et homoparentale. C'est ce que je disais un petit peu en introduction et que je l'ai lu aussi dans vos articles, Anne Cadoré. C'est cette question de la fiction filiative où finalement, dans le cas d'une famille hétérosexuelle, eh bien, il y a un père, une mère, ne se pose pas forcément la question de faire coïncider. On imagine, on présuppose que coïncide parenté biologique et parenté sociale. Donc évidemment, les choses se passent différemment dans le cadre d'une famille homoparentale. Et est-ce que c'est pas finalement là où le bas blesse, si je puis dire, c'est-à-dire tous ces impensés, ces évidences qu'on n'interroge pas sur la famille et que effectivement il y a plusieurs manières de faire famille et que eh bien oui, il peut y avoir des parents de même sexe, mais que c'est là où finalement l'État, et peut-être en France particulièrement, se fait un peu le garant de cette conception très binaire de la famille. Oui, là, vous avez raison de parler de famille coparentale, parce que coparentale peuvent être autant avec deux parents hétéros qu'homo. Bon, mais après... coparental, hétéro, on peut penser qu'au départ, il n'y a pas de compagnon du père ou de compagne de la mère, au départ, souvent. Pour les homos, ça peut arriver aussi. Moi, c'était mon cas, j'avais pas de compagnon quand j'ai... Mais c'est moins souvent le cas quand même, il me semble, quand même. Il y a souvent donc, la question du couple, enfin, des parents homo, il y a un tiers, presque par définition. Et c'est la place qu'on va donner au tiers. Alors on peut dire que c'est le même combat que pour les enfants nés par IAD, par PMA. Il y a aussi un tiers. Donc, et on retrouve toujours ce qui est fascinant. Alors là, pour les chercheurs dans les familles homoparentales, c'est qu'elles révèlent des problèmes qui se trouvent effectivement ailleurs. Mais elles obligent à les traiter. Alors que dans les autres types de familles, on peut biaiser comme ça, tourner. Bon, ça a été le cas avec l'anonymat des donneurs, si ce n'est qu'on avait dit, il fallait quand même qu'il y ait deux parents. Ils pouvaient ne pas être mariés, mais au moins concubinage déclaré, et un homme et une femme, déjà, en France en tout cas. Et puis, alors effectivement, il faut, quand on pense à comment c'est créer l'adoption, je parle d'adoption plénière, c'était une adoption, une unité adoptive. C'était un couple ou une personne seule, car une personne seule a toujours pu adopter. Mais c'était une unité adoptive, c'était un couple marié. C'est-à-dire que c'était le unacaro de l'Église. Les parents formaient une seule chair. Ou ils formaient une seule chair parce qu'ils étaient uniques, c'était en général les femmes, ou bien une seule chair parce qu'ils étaient mariés. Et la configuration homoparentale a fait éclater cela. Et on a encore du mal à le... D'autant plus que notre pays, il est devenu laïque en 1904. Il y a eu la séparation de... C'est ça, je dis pas bon. 5. C'était quand même assez tôt. Et on peut penser que l'État laïque a repris à son compte l'idéologie religieuse à cette époque et qu'on n'en est pas sorti.
Pardon, oui. Ici. J'avais une question du coup pour Clélia sur l'aspect juridique. Je me demandais dans quelle mesure en fait l'exemple des pays comme le Canada ou la Belgique qui ont fait évoluer leurs droits, alors qu'à la base on peut imaginer que eux aussi le socle législatif était basé sur un père et une mère, dans quelle mesure ces exemples qui nous précèdent peuvent être utilisés de façon très concrète pour faire avancer plus rapidement le droit français. Oui, merci pour la question. Tout à l'heure, en fait, je disais que je pense que le problème essentiel, c'est juste de changer de paradigme. C'est-à-dire que, je ne vais pas faire un cours de droit sur la filiation, parce qu'en plus, dans l'Assemblée, il y a des gens nettement meilleurs que moi qui pourraient vous théoriser la chose, mais le fait est que dans le droit français de la filiation actuelle, il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher le biologique et on ne veut pas lâcher la vraisemblance. Le on étant? Alors le on, c'est globalement ceux qui siègent à l'Assemblée et puis qui sont dans les ministères, et voilà, parce que en fait on pourrait, encore une fois, ce que je disais d'un point de vue technique, en fait il y a quelque chose qui est très très simple et qui fait partie des revendications de la PGL, c'est que on pourrait très simplement ouvrir tous les modes d'établissement de la filiation qui existent aujourd'hui à tout à chacun, voilà, sans considération de sexe, d'orientation sexuelle. C'est hyper simple. Enfin, c'est hyper simple. Oui, mais justement, c'était ça le sens de ma question, en fait, puisque techniquement, justement, il y a rien qui détermine cette absence d'évolution, et d'autres pays nous le montrent. Justement, quels sont les outils, en fait, en France qui peuvent tuer cet argument dans l'œuf pour dire non, mais techniquement c'est difficile. Ça ne l'est pas, puisque vous le dites, effectivement, et d'autres pays ont passé le cap. Donc, et clairement, ces autres pays-là n'avaient pas les projets de coparentalité ou d'homoparentalité quand ils ont écrit leurs droits aussi il y a plusieurs siècles. Donc, dans quelle mesure, nous, en France, on a des plateformes ou des instances qui obligent le législateur à ne plus... à sortir de sa position idéologique en disant non mais techniquement cet argument est non avenu, non recevable. Vous voyez, c'est justement le sens de ma question. Je pense qu'il y a certainement une spécificité française autour de ça. Alors il y a plusieurs pistes qui sont évoquées, et notamment je crois qu'on en parlera certainement dans la table ronde qui va suivre, parce que Sabine Procoris a des pistes certainement à évoquer par rapport à cette spécificité française qui nous vient peut-être de Vichy, ou enfin de la conception en fait de la famille dont nous sommes les héritiers. Nous, Français d'aujourd'hui. Je pense qu'une des clés de voûte, je ne veux pas faire de provocation, mais je pense qu'une des clés de voûte qui explique en fait ce montage autour du droit de la filiation tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est la conception beaucoup de la mère. Au sens juridique du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en droit français, soit vous êtes une mère parce que vous avez accouché de l'enfant, soit parce que vous l'avez adopté. Et il n'y a pas d'entre-deux, si vous voulez. Donc, je dis, je ne veux pas faire de provocation, parce que vous voyez bien que là, par exemple, le sujet de la gestation pour autrui, il est éminemment intéressant et fondamental. Parce que aujourd'hui, un couple hétérosexuel qui recourt à la gestation pour autrui pour avoir un enfant, la mère d'intention, qui peut être d'ailleurs la mère donneuse de l'ovocyte, elle peut être biologiquement la mère de cet enfant, mais c'est pas elle qui va le porter et qui va en accoucher. Cette reconnaissance de ce statut de mère, aujourd'hui, il est, à l'heure où je vous parle, impossible. Impossible et extrêmement... ça fait friction, ça fait blocage. Et il me semble que si on pouvait travailler cette notion juridique de la maternité et se détacher de cette conception qu'on pourrait dire naturaliste ou physiologique, ou vraiment purement élective, c'est-à-dire l'adoption, et donc, je le disais tout à l'heure, glisser vers le paradigme de la filiation d'intention, du projet parental et de l'implication du parent auprès de l'enfant.
le pas dit comme ça ne paraît pas si grand à faire, mais en réalité, les blocages idéologiques et culturels en France sont terriblement ancrés. Et je pourrais vous dire, on pourrait faire un copier-coller avec le droit québécois. Je pense que ça ne serait pas très compliqué. Puis comme disait Laurence là au premier rang, ouvrir les modes d'établissement de la filiation qui existent aujourd'hui à tout à chacun, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Alors là, du coup, ça ne va pas prendre beaucoup de temps de rédaction du Code civil. On ne va pas y passer des heures, c'est très très simple. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui j'entends le législateur français, de pouvoir s'autoriser à penser comme ça. Vous vous rendez compte depuis ce matin ce que vous entendez sur... mais c'est très bien, hein, on ne va pas cracher dans la soupe, hein, mais cette ouverture de la PMA et cette comaternité qui va se faire, mais qui va se faire encore sur un fil, un tout petit bout de la lorgnette. Enfin, on est à rebours de ce qui serait quand même, d'un point de vue collectif, très, très constructif. Hein. Donc, je ne saurais pas mieux répondre à votre question que ça. En fait, c'est pas moi qui ai la réponse. Je pense que sur la suite du colloque, vous allez pouvoir avoir des bribes de choses. Et peut-être que je peux apporter un élément de plus à ce que tu dis. Tout ce que dit Clélia est totalement juste. Mais il y a un élément supplémentaire qui nous plombe. Malheureusement, souvent, il nous sauve. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, donc on a un système où la Cour de cassation n'est plus on va dire ça vite, le dernier degré de juridiction. Aujourd'hui, et dans cette assemblée, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà introduit des recours dans la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme n'a malheureusement pas encore, je ne sais pas pourquoi, parce que les décisions elle n'a pas été saisie de configuration intéressante, elle nous plombe sur le modèle biologique, c'est-à-dire qu'elle continue, depuis 75, un des arrêts les plus importants de la Cour européenne des droits de l'homme de 75, c'est de dire la maternité, c'est du biologique, en condamnant la Belgique, parce que justement la Belgique, à l'époque, pour être mère, il fallait faire une démarche positive. On n'était pas mère parce qu'on accouchait, on était mère parce que, en dehors du mariage, excusez-moi, bien sûr toujours, mais parce qu'on le voulait. Et le droit français s'est aligné sur ces recommandations de la Cour européenne en 2005, puisque jusqu'en 2005, une femme qui accouchait en n'étant pas mariée, elle devait faire un acte d'engagement pour être mère. Et depuis 2005, parce qu'on doit respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, on a finalement écarté cette dose de volonté qui existait dans la maternité. Et de l'autre côté, sur la paternité, sur tous les conflits aujourd'hui de paternité, la Cour européenne nous répond expertise biologique, filiation biologique, etc. Donc, et voilà, tant que... Et voilà, et ce modèle-là, il est de plus en plus prégnant et malheureusement en Europe, il n'y a aucun autre pays qui a essayé de penser la pluriparenté. Et au Québec, je vais un peu réfréner comment dire, ce modèle au Québec, pour la question de la PMA, ils ont pensé le cas de la PMA avec donneur amical. Oui, c'est ça, ils s'appellent ça. Donc, il est possible, le droit québécois, le Code civil québécois prévoit le cas où les femmes ont eu recours à un donneur amical. Alors, si c'est par relation sexuelle, donc on va dans les détails de la jurisprudence, cet homme, pendant 1 an, pourra imposer sa reconnaissance et donc éjecter la deuxième mère. Donc, c'est pas un modèle nécessairement pour nous. En revanche, si ça a été par PMA artisanale, ça a été posé par la jurisprudence de la Cour d'appel du Québec, si c'est par donc artisanalement, eh bien, ce donneur qui n'a pas eu de relation charnelle, donc vous voyez à quel point on revient toujours à ce modèle de la relation charnelle, hein, eh bien, à ce moment-là, c'est la seconde mère qui l'emportera. Actuellement, et pendant devant la Cour d'appel du Québec, une décision, vraiment intéressante, je ne me rappelle plus de quand elle est, sur le polyamour. Donc eux, ils vont plus loin que la coparenté, ils imaginent que voilà, on pourrait être amoureux de plusieurs personnes. Il y a une décision qui a été rendue que notre collègue à Jérôme Courdoyès et à moi nous a fait passer l'année dernière, où vraiment il y a un juge qui dit il faut sortir de ce modèle biparental et hétéronormé. Donc c'est le juge lui-même qui dit on peut plus rien faire et il appelle le législateur québécois, mais québécois, puisqu'en matière de famille, c'est le Québec qui a la souveraineté, c'est pas du pénal. Donc le législateur québécois à sortir de ce modèle-là. Mais même eux, pour l'instant, ils y sont pas arrivés.
Hein. Ils ont des linéaments, ils ont des pistes et il y a des appels, mais voilà, eux aussi, ils rament. Voilà. Donc c'est un peu normal que pour l'instant, on soit pas. Et eux n'ont pas la Cour européenne au-dessus de leur tête qui leur envoie sans arrêt le biologique chaque fois qu'il y a un conflit. Alors cette Cour européenne, je suis au regret de la critiquer parce qu'elle nous a tellement servi, elle a tellement permis qu'on évolue en matière de gestation pour autrui, etc. Mais malheureusement, elle n'est pas encore sortie de ce modèle biologique. Oui. Après avoir entendu l'intervention de Madame Pelé-Printanier et puis les différents juristes, moi je m'étonne encore qu'en France, en fait, on puisse continuer à raisonner comme ça sur cette difficulté à faire évoluer le droit, parce qu'en fait, ce qui devrait primer avant tout, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Quel est l'intérêt supérieur de l'enfant? C'est de maintenir et de sécuriser ses liens avec les personnes qui l'élèvent. Et donc, dans le cadre, par exemple, d'une coparentalité, c'est justement de sécuriser ses liens avec ses parents sociaux. Alors, si justement cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant, de maintenir ses liens avec les personnes qui l'élèvent, ça devient vraiment si je veux dire, la raison numéro 1 ou l'argument numéro 1 dans notre droit, est-ce que c'est pas par ce biais-là, plutôt que par l'aspect biologique, hein, c'est d'après ce que j'ai compris de vos interventions, est-ce que c'est pas par ce biais-là? Et d'ailleurs, soit dit en passant, avec ma petite expérience associative, je me rends compte qu'on y va petit à petit, parce que la loi Mariage pour tous et adoption du 17 mai 2013, dans un de ces articles, a justement permis au tiers, à la tierce personne, hein, de maintenir ses liens ou de garder des liens, etc. Enfin, je ne sais plus quel est le terme exact. Mais c'est déjà, de mon point de vue, un petit pas pour justement maintenir ces liens-là. Bon, c'est pas encore l'affiliation, mais c'est quand même déjà... voilà. Et je peux répondre? Ouais. Mais oui, mais Doane, tu as parfaitement raison que l'alpha et l'oméga du contentieux du droit de la famille, c'est l'enfant et l'intérêt supérieur de cet enfant. Le problème, c'est que qui dit enfant dit forcément parent. Et que, encore une fois, quand le lien de filiation manque, le juge il va avoir du mal à t'intégrer dans la case parent. Alors, tu ne seras pas forcément un étranger, enfin, tu seras peut-être un référent, etc. Mais stricto sensu, tu ne seras pas le parent. Donc, tu ne seras même pas forcément fondé, toi, à saisir le juge. Il pourra se déclarer incompétent sur ta saisine. Donc, alors, je veux pas... Enfin, mais alors, tu as raison. La deuxième chose que je voulais dire sur l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est qu'il n'y a pas de notion plus floue que l'intérêt supérieur de l'enfant. On vient d'avoir des jugements de Versailles qui est reparti dans un espèce de couloir obscur qu'il avait quitté pendant quelques mois sur les adoptions plénières du conjoint, qui sont motivés précisément sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors, on connaît par cœur le raisonnement, c'est PMA sans père, et donc il n'est pas de l'intérêt supérieur de l'enfant d'avoir une deuxième mère dans le cadre d'une adoption plénière, parce que ça bouche le trou d'un éventuel géniteur ou donneur que en fait on retrouvera jamais, mais que et ça c'est l'intérêt supérieur de l'enfant tel que caractérisé par un juge qui a une appréciation souveraine en plus de cet intérêt supérieur de l'enfant. Je te dis ça pourquoi? Parce que en fait, si tu veux monter à la Cour de cassation sur ce problème-là de l'intérêt supérieur de l'enfant, la Cour de cassation dit non, appréciation souveraine des juges du fond, moi ça c'est pas du droit, c'est pas de la procédure, au revoir. Donc en fait c'est quelque chose d'un petit peu... Mais ça peut marcher, hein. L'intérêt supérieur de l'enfant, on gagne des procédures très atypiques avec cet argument avancé et mis en avant. Il y a quelque chose en fait qui fait partie aussi des petits pas qui sont extrêmement intéressants. Avec mes amis de la commission juridique, et Émilie Duret vous en parlera demain. C'est ce qu'on appelle, alors c'est très en vogue, mais c'est très en vogue pour des raisons qui pourraient nous paraître louables et qui en fait sont des raisons purement budgétaires. Ce qui est très en vogue, c'est la contractualisation
du droit de la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi et par exemple une autre personne, mais ça peut être 3 personnes ou même 4 personnes, on va s'entendre sur l'organisation, par exemple dans les coparentalités, sur l'organisation de notre vie, de notre famille. Je ne parle pas de la charte qui est rédigée avant que l'enfant naisse, je parle d'une convention, voilà, un contrat, voilà, pluripartite. Et on arrive aujourd'hui à faire, dans ce cadre-là, homologuer ces conventions par le juge aux affaires familiales, de sorte que ce contrat est frappé d'une force exécutoire et à valeur de jugement. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. À mon avis, c'est à développer. Ce qui fait un petit peu mal, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour des raisons de privatisation, en fait, et de dégorger le contentieux que ces voies-là sont très encouragées, en fait, par les différents magistrats et les institutions. Donc, médiation, rédaction d'une convention, puis homologation par le juge aux affaires familiales de ces conventions. Et c'est vrai que, alors, par contre, du coup, dans le cadre de ces médiations ou de la rédaction de ces conventions, parfois, on passe beaucoup de temps et on passe des heures à suer, voire même à pleurer, parce que c'est compliqué. Mais vraiment, le jeu en vaut la chandelle. Ça, je pense que c'est un champ intéressant. Avant de vous redonner la parole, je trouve ça très intéressant cette discussion sur l'intérêt de l'enfant, dont on devrait partir pour dire les bons parents. Mais comment dire les bons parents? Je vais vous donner un exemple, celui des enfants placés. Ça revient d'ailleurs à l'ordre du jour, le placement d'enfants. Est-ce qu'il faut très vite rendre les parents complètement incompétents et leur retirer leur droit de parents? Ou bien est-ce qu'il faut maintenir les enfants en placement familial ou en placement foyer pendant des années, ce qui fait que les enfants ne sont plus adoptables? Je serais incapable de trancher. Alors que j'ai pas mal travaillé là-dessus, parce que la tendance est plutôt de dire les parents restent les parents, quels qu'ils soient. Et ça me revient à cette histoire de les parents, alors qui sont-ils? On parlait du corps, effectivement, et on voit quelquefois que le biologique est utilisé, enfin comme argument, pour dire « Ah non, on ne peut pas mettre d'autres parents, c'est celui-là le parent parce que la mère a accouché ou parce que c'est le sperme de l'homme qui va devenir le père ». Mais on voit aussi des couples lesbiens qui se servent du corps pour se dire tous les 2 parents. Par exemple, le système ROPA en Espagne, où alors, donc on va la femme qui va accoucher à l'ovocyte de sa voilà, compagne. exactement. Et elles disent on a tous les 2 du corps. Donc on voit que les arguments peuvent être utilisés dans les 2 sens. C'est tout. Oui, moi j'aimerais répondre à Doane, parce qu'effectivement, si l'intérêt supérieur de l'enfant est important, et je dirais même essentiel, avec l'idée du projet parental, il faut quand même faire très attention que ça ne revienne pas en boomerang. Parce que, et Clélia l'a dit par rapport aux juges, effectivement, aux affaires familiales, etc., mais également par rapport à l'opinion publique. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que pour un certain nombre de personnes, à l'heure actuelle, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est un papa, une maman. On l'a suffisamment entendu dans les rues, et je vous assure que malheureusement, dans les milieux que je fréquente, on l'entend encore beaucoup. Donc il ne faut pas qu'on en fasse un argument, si vous voulez, qui va se retourner contre nous. Je préfère, et de loin, l'idée d'un projet parental réfléchi, étudié, etc. Je pense qu'il sera plus intéressant en termes de sémantique, et on parviendra mieux à nos fins par cette idée que de rappeler l'intérieur supérieur de l'enfant, même si au fond de nous, on en est intimement persuadé. Alors j'aimerais aussi revenir sur le rôle de la mère qu'a évoqué Célia. Et là, sur le rôle de la mère, je partage également la réflexion que nous devrions avoir sur le rôle de la mère. Et ce qui est un frein à l'heure actuelle dans cette réflexion, c'est malheureusement, et je le regrette beaucoup, la parole de certaines féministes.
Simplement peut-être juste pour finir, et après s'il y a des questions, bien sûr, on pourra peut-être avoir un petit moment pour que les invités autour de cette table puissent y répondre. Mais puisqu'on voit a priori que donc les freins sont avant tout idéologiques et que la loi, pour le coup, n'est d'aucun secours pour faire avancer les mœurs ou être proactives ou performatives, quels sont alors peut-être les biais, selon vous, pour que les familles, nos familles plurielles, peut-être que ces freins, ces obstacles soient moins nombreux, et pour qu'il y ait peut-être des représentations. Alors, est-ce que ça passe par les médias? Par quel biais est-ce que on peut faire avancer la situation, si c'est pas par le droit que on peut vraiment faire exploser le système? Bon, je reviens au net et à la capacité que nous avons de communiquer pour faire évoluer, pas le droit, mais les esprits. Je ne sais pas si les actions que nous menons sont suffisamment ciblées, ou en tous les cas de masse nécessaire par rapport à la masse des messages hostiles et à leur organisation. Parce que la loi, on le sait, évolue. Même quand les esprits évoluent, la loi n'évolue pas forcément. Donc, mais si les esprits n'évoluent pas, on est à peu près sûr que la loi n'évoluera pas. Et il me semble que le combat est encore là. C'est pas parce qu'on a gagné le mariage que, on le voit bien, on arrive à pas mal d'impasses. Ne croyons pas que, en répétant égalité, 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 on va obtenir l'égalité. Je crois qu'il y a vraiment, pour des associations comme la PGL, enfin des associations familiales, une vraie réflexion aujourd'hui sur l'état d'esprit. Et je crois que le constat que je fais et que beaucoup font, c'est qu'effectivement, quand les enfants sont là, quelles que soient les configurations, par GPA, PMA, coparentalité, généralement, il y a des exceptions, mais le voisinage, la famille finit par accepter, parce que on voit très bien que les enfants sont aimés, ils sont joyeux. Ça pose très peu de... Même dans les classes, je vois les enfants viennent à la maison, ils voient que c'est un couple un peu différent. Ça, moi, je n'ai vraiment jamais ressenti de difficulté devant, effectivement, des gens qui partagent. En revanche, le combat me semble être devant nous. Donc d'avoir changé les représentations, puis la loi. Oui, puis moi je dirais que la loi, elle est aussi façonnée par des tonnes et des tonnes et des tonnes de jugements, d'arrêts de cour d'appel, de décisions de cour de cassation. Donc le droit se fait aussi finalement par une remontée des pratiques, des décisions, des prises de position. Donc de toute façon, nous, on lâche rien, même si le droit est quand même totalement, j'allais dire vraiment à la source là, discriminatoire. On lâche rien. Bien sûr qu'on ira avec toutes nos familles devant les juridictions, et puis les juges statueront comme ils statueront. Mais dès lors que c'est vrai que je ne souhaite pas du tout aux familles d'entrer en contentieux, parce que c'est quand même assez terrible, mais il y a aussi des décisions gracieuses, il y a aussi tout ça, et c'est vrai que c'est malgré tout, même s'il y a beaucoup de retard accumulé, même si on a l'impression des fois d'être dans une forme d'anachronisme terrible, quoi, d'être dans un mauvais film de science-fiction parfois, il faut de toute façon ne rien lâcher. Et ces coups de boutoir qui arrivent comme ça de la base, il faut continuer de les donner. Bien répondu, et que le fait maintenant, les enfants sont là. Les enfants sont là et ils ont grandi. Ils sont de très bons témoins qu'il n'y a rien de dramatique. Il faut qu'on le sache. Oui, mais on le sait dans le... Vous dites bien par les amis. Alors c'est un petit milieu quand même, de toute façon. Hein, mais quand même, j'ai l'impression que ça se sait. Et quand même, vous avez raison de dénoncer, par exemple, ce qui se passe au Brésil. C'est assez sidérant. Enfin, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il n'y aura pas de manifestation pour arrêter ça? Je ne suis pas sûre, parce qu'on voit quand même que les pays européens qui essaient d'être trop durs sur ces mœurs de famille, ils sont contrecarrés par des manifestations, quand même. Au Brésil, je ne leur conseille pas de manifester en ce moment.
Non, pas en ce moment, mais ça commence. Est-ce qu'il y a des questions ? Je voulais juste rebondir sur l'intervention de Mme Cadoré concernant la notion de parent, où vous disiez notamment dans le cadre des enfants placés, très difficile de savoir si on retire ou pas le parent parce qu'un parent est parent. C'est pas un droit d'être parent, c'est plutôt un devoir. Donc je pense qu'il y a aussi à s'interroger sur d'autres juridictions, notamment je pense aux États-Unis par exemple, où le devoir d'être parent et la notion de devoir sur la parentalité, elle est très importante. Et en France, on a cette problématique-là, avec justement le fait qu'on a très très peu d'enfants qui sont adoptables. Peut-être que aussi repenser l'adoption et notamment le devoir sur la parentalité, c'est aussi quelque chose qui à l'avenir doit être repensé. Et puis pour réagir sur la dernière question de Clémence sur quoi faire, je pense que tout un chacun en tant que famille homoparentale montrer ses familles, je pense que c'est ça aussi qui fait évoluer la société. Vous avez parfaitement distingué parenté, parentalité pour les enfants placés, parce que comme les parents ont des difficultés à être parents, on va mettre les enfants ailleurs en tant que parentalité, ils vont être éduqués ailleurs, mais on ne va pas rompre le lien de filiation. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis journaliste pour le site Committed. On parle de manifestations, on parle aussi beaucoup de visibilité. Et je trouve que les familles homoparentales et notamment les associations qui les représentent font preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de sagesse. On sait que la visibilité, le fait de réclamer des droits, ça peut passer aussi par la rue. On a vu en 2013 qu'il y a des forces qui sont capables de générer beaucoup de monde. Est-ce qu'aujourd'hui, les familles homoparentales, elles ont la possibilité d'avoir un poids, de passer par des revendications dans la rue pour montrer aussi un mécontentement et faire entendre, parce qu'on dit que les enfants, ils existent. Voilà, monsieur, vous disiez, il faut les montrer. Est-ce que c'est peut-être même à Marie-Claude Picarda et monsieur Borren que je m'adresse? Est-ce qu'il y a des discussions entre les diverses associations de familles homoparentales pour aller vers une mobilisation et réclamer des droits directement dans la rue pour essayer de se faire entendre? Parce que manifestement, le temps passe et les droits ne sont pas là. Merci. On va arrêter dans 3 minutes. On va faire une petite pause de 5 minutes et après on enchaîne tout de suite avec la prochaine. Pas de réponse, du coup. On a la patience qu'on veut bien montrer. Enfin, on a la patience qu'on veut bien montrer. En fait, on n'a pas la patience. On a une patience raisonnée, je dirais. Moi, j'ai plutôt le sentiment que la PGL, entre autres, et j'allais dire principalement, n'a pas cessé de donner à voir ce que sont les familles homoparentales et les enfants. Bon. Alors, un préalable, nos gosses, c'est pas des enfants qu'on va montrer comme à la foire. J'emploie ça à dessein. Les combats des familles homoparentales, c'est avant tout les combats des parents, pas de nos enfants. Nos enfants, comme l'a dit Anne Cadoré, demain ils vont être grands, enfin, ils grandissent tous les jours, ils savent prendre la parole dans les cours de récréation, ils n'ont pas besoin de nous pour dire aux camarades, moi j'ai 2 papas, moi j'ai 2 mamans, moi j'ai un papa et 2 mamans, et c'est comme ça. Voilà. Je n'ai pas dit que c'est facile tous les jours. Bon. Il ne faut pas se tromper de forme de combat non plus. Ça c'est important. D'abord, alors, je parle sur la gouverne de Flora qui s'y présente, on a connu ces manifestations au moment de la loi mariage. On avait beau appeler à la mobilisation, on ne fait pas nombre. Et on ne fera jamais nombre. On ne fera jamais nombre visuellement en tous les cas. Mais on fait en tous les cas nombre autrement. On fait nombre autrement et tous les jours, parce que tous les jours dans nos réseaux quotidiens, dans nos réseaux de proximité, au travail, à l'école, dans les cercles familiaux, dans les cercles amicaux, tous les jours, l'homoparentalité prend de l'épaisseur. Tous les jours, l'homoparentalité, elle est reconnue. Voilà. Et ça, c'est le premier relais d'opinion, c'est le cercle à côté de nous.
C'est le voisin du dessus qui voit ses familles, c'est la commerçante d'en face, c'est tout ça. Voilà. Alors après, il y a aussi des choses à dire sur les autres associations. Voilà. De quelle association on parle d'ailleurs? Parce que, en termes, pour être clair, quoi, à part la PGL, il y a d'autres associations certes, mais la PGL, elle est universaliste. Alors, chacun d'entre nous, chacune des associations, pour ceux qui ont des homoparents dans leur association, parce qu'il y a aussi des assos qui, je mets un peu les pieds dans le plat, mais il y a des assos qui sont des assos alliés, mais qui, n'ayant pas franchement matière à intervenir au moment où il faudra intervenir, elles viennent se sourcer dans les assos où il y a matière à réflexion. Bon, ça sert aussi à ça, mais c'est pas que ça, hein, la convergence de certaines luttes. C'est aussi de réfléchir et de savoir donner la parole aux gens qui sont principalement concernés, ce qu'on fait aujourd'hui. Bon. Nous, on donne à voir toutes les familles dans toute leur diversité. Et on peut légitimement en parler parce qu'on donne à voir et on donne à entendre et on donne la parole aux personnes concernées. C'est pas le cas de toutes les autres associations. Voilà. Marie-Claude, tu veux ajouter quelque chose? Bon, allez. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous et à toutes.